Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le végétarisme comme réponse à la violence du monde. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot, B.P. Quignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Georges Duquette, Vivre et enseigner en milieu minoritaire. Théorie et intervention en Ontario français, 2011. Irnerio Seminatore, Essai sur l'Europe et le système international. Crise, multilatéralisme et sécurité, 2011. Irnerio Seminatore, 6 études sur les équilibres internationaux, 2011. François Hulbert, Le pouvoir aux régions, 2e édition, 2011. Arnauté AUSCH, Philippe Jourdon, 3 essais pour une économie politique du XXIe siècle, 2011. Valérie Le Hainaut, La désobéissance, un moteur d'évolution, 2011. Philippe Bouquillion et Yolande Combe, Sous la dire de Diversité et industrie culturelle, 2011. Georges Ferrerbeoeuf, Participation citoyenne et ville, 2011. Philippe Gossens, Les Roms, Dignité et accueil, 2011. André Chagnon, Malades et médecins, pour mieux se comprendre, eux et nous, 2011. Philippe Deloire, Et si la France disait oui à l'Europe, 2011. Jean Montagnier et Alain Aquilina, Violence, loi du silence, loi du plus fort, 2011. Dominique Ross, Économie et psychanalyse. Le progrès en question, 2011. Claude Obadia, Les Lumières en berne ? Réflexion sur un présent en peine d'avenir, 2011. Levant une Saldi, Le développement vu de Turquie, 2011. Maurice Témachineau, Cette France qu'on ne peut plus aimer, 2011. Véronique WasyKula, RMI, Vous devez savoir, 2011. Antoine Brunet, Jean-Paul Guichard, L'impérialisme économique. La visée hégémonique de la Chine, 2011. Hélène Desfossés. Le végétarisme comme réponse à la violence du monde. Édition L'Harmattan. Illustration Marc Desfossés. Mise en page Roman Seban. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 703 2. EAN 9 782 296 547 032. À mon père. Préface. Autant le dire d'emblée, je ne suis pas végétarien. Ma légitimité à écrire ces lignes en introduction de l'ouvrage d'Hélène Desfossés pourrait s'en trouver dès lors contestable. C'est pourtant elle qui m'a demandé de prendre la plume, démontrant ainsi qu'il n'y a pas d'un côté les coupables, de l'autre les modèles, mais bien une question fondamentale qui ne peut échapper à notre conscience. Quelle relation pratique et philosophique souhaitons nous établir avec le vivant qui nous entoure ? Si l'interpellation n'est pas nouvelle, elle n'a toujours pas trouvé sa réponse, au moins dans les pays occidentaux. On part même de très loin lorsqu'on constate que dans notre code fondamental, le code civil, l'animal est toujours relégué à une forme d'objet placé au titre de bien sous la domination de l'homme. Sa reconnaissance, à part entière dans ce texte référent, serait pourtant l'élémentaire première étape d'une réflexion devant honnêtement apostropher nos consciences. Contrairement à beaucoup d'autres pays, la France n'est toujours pas prête. Ou plus exactement, ses dirigeants ne le sont pas, tant il est vrai qu'aux nombreuses sollicitations, ils se sont toujours défaussés au prétexte que certains lobbying n'apprécieraient pas. Ainsi, passent les jours sans que ce projet, qui n'affecterait ni la société ni son économie, ne se concrétise. Les propos de Gandhi se sont estompés avec le temps.
Lui qui recommandait de juger la qualité d'une société à la manière dont elle se comportait avec les animaux. Hélène Desfossés continue cependant d'emprunter les chemins du vieux sage. Elle veut coûte que coûte donner écho au respect des autres êtres vivants. Et pour se faire entendre, elle nous invite à partager sa propre expérience. Des souvenirs d'enfance non cicatrisés, des questions récurrentes auxquelles elle doit sans cesse faire face, des personnages singuliers qui nous invitent à réagir à des constats affligeants ou enthousiasmants sont autant de clés pour effacer l'indifférence. Au fond, notre statut de dominant omniprésent sur la planète peut-il nous exonérer de compassion envers le monde animal ? En ce début de XXIe siècle, il devient irresponsable de balayer la question en s'en tenant au concept réducteur de l'animal-machine, propre à Descartes, théorie du reste largement critiquée durant le siècle des Lumières par Voltaire, Diderot ou Rousseau. Le travail d'Hélène Desfossés s'inscrit dans l'indispensable réveil des consciences. Et à ce titre, il peut participer à l'élévation de notre dignité en contribuant à faire reculer l'inacceptable souffrance. Alain Bougrain-Dubourg. Introduction. Pourquoi le végétarisme ? Toute ma vie, j'ai été amené à devoir répondre de ce choix, à m'en expliquer presque comme s'il s'agissait de quelque chose dont je m'étais rendu coupable. Depuis l'enfance, j'ai été confronté à toutes les attaques possibles et imaginables allant de la simple raillerie à de franches agressions. Au fil du temps, j'ai appris à répondre à ces attaques chaque fois que cela était possible et expliquer sans rougir, et du mieux que je pouvais les raisons qui m'avaient poussé à emprunter ce chemin de traverse. Aujourd'hui, je tiens à remercier ces personnes qui ont constamment cherché à me déstabiliser, car ce sont leurs questions et la nécessité de devoir me justifier en permanence qui m'ont forcé à construire petit à petit mon argumentaire et à examiner inlassablement les raisons profondes de mon engagement. Ainsi, ce qui au départ n'était qu'un élan de pitié enfantine s'est mué en une véritable philosophie de vie. À travers ce manifeste, j'ai souhaité montrer que c'est bien ce choix fondateur, le choix de ne pas consommer de chair qui a façonné le reste de ma vie et dirigé mes engagements. C'est ce choix qui m'a conduit, par exemple, à m'intéresser à l'écologie puis à l'éco-volontariat grâce auquel j'ai fait les plus belles rencontres de mon existence. Mais j'irai même plus loin en affirmant que c'est aussi ce choix qui m'a conduit à écrire, à chanter, à exprimer ma colère à travers l'art. Au fil de mes expériences, rencontres et lectures, j'ai pu glaner un certain nombre d'informations, et à partir de là former mes propres réflexions dont ce livre se veut l'aboutissement. Mon souhait le plus cher serait qu'il puisse aider d'autres personnes dans leur choix d'être végétariens en leur faisant prendre conscience de ce que cela implique, de la grandeur et de la portée de cet engagement, mais aussi et surtout, qu'ils puissent donner le courage à ceux qui se sentent inclinés vers ce mode de vie, de franchir le pas et d'emprunter cette voie à contre-courant. Bien que cet ouvrage ne soit pas celui d'une scientifique, j'ai voulu y inclure quelques données importantes, notamment au chapitre « Des bienfaits du végétarisme ». Pour ce faire, je me suis appuyé sur les connaissances de mon père, médecin qui par passion s'est spécialisé dans la nutrition. Je voudrais que ce livre soit une invitation à nous interroger sur notre rapport aux animaux et à la vie en général. Je ne prétends pas connaître les mystères de la vie ni détenir aucune vérité, mais je sais en revanche à quel point nous sommes ignorants des créatures que nous côtoyons depuis notre apparition sur Terre. Comme le dit si justement le capitaine Paul Watson, nous dépensons des fortunes colossales pour explorer l'univers, chercher des traces de vie sur des planètes lointaines alors que nous n'avons même pas encore cherché à connaître ces créatures si proches de nous, les animaux. Oui, à l'heure où nous pouvons aller sur Mars, lancer des satellites en orbite, nous demeurons incapables de comprendre le langage des baleines. Plus grave encore, sans même avoir cherché à les comprendre, nous maltraitons et exploitons sans relâche les animaux sans jamais nous poser la question des conséquences sur nos propres vies. Je propose alors ceci. Arrêtons un instant les machines bien huilées de l'exploitation animale pour apprendre à regarder autrement, pour nous interroger sur ces créatures que nous connaissons si peu et notre rapport avec elles qui en dit long sur notre rapport à la vie. Reconnaissons notre ignorance. Demandons-nous s'il ne serait pas possible d'inventer un nouveau rapport homme-animal qui ne soit pas fondé sur une domination violente, mais plutôt sur une coopération, s'il ne serait pas préférable de nous appliquer à vivre les uns à côté des autres dans une relation de respect ? Ce livre est une invitation à chercher cette voie.
Chapitre 1. Chaque jour, ils réinventent la cruauté. Ils sont amenés à l'existence par l'artifice humain afin qu'ils puissent se traîner le temps d'une courte existence d'esclavage et de maladie, que leur corps soit mutilé, leurs sentiments sociaux outragés. Il eût mieux valu qu'un être sensible n'ait jamais existé, que de ne connaître qu'une existence de misère sans repos. 1. Percy Bysshe Shelley. Tout a commencé pour moi par une décapitation. Je devais avoir à peine 8 ans lorsque j'ai emménagé avec ma mère et mon petit frère, dans une ferme perdue au beau milieu des champs de Beauce. Dans cette vieille bâtisse dont nous étions locataires d'une aile, il y avait un élevage de lapins. On y produisait ces animaux albinos élevés pour la consommation mais aussi pour alimenter les laboratoires pharmaceutiques de la région. Naturellement, cet endroit faisait partie de mon immense terrain de jeu et je passais du temps à observer les lapins entassés dans leurs clapiers minuscules, attendant le camion qui viendrait les chercher pour leur destination finale. Un jour où il faisait très chaud, j'ai voulu me réfugier dans la buanderie dont le carrelage offrait généreusement sa fraîcheur. C'était l'été, le soleil lourd écrasait l'horizon, ne laissant passer que des échos assourdis. On vivait en apnée dans un monde comme vidé, privé de ses contours par une lumière trop blanche, une monde qui s'était mis à exister un peu moins. La porte étant entr'ouverte, je suis entré sans hésiter. C'est là que j'ai surpris la propriétaire de la ferme en train d'égorger un jeune lapin, avec un couteau à lame courte. Je ne voulais pas voir et pourtant j'ai regardé jusqu'au bout. Le corps secoué se débattre et tourner dans le vide presque comme une hélice sortie de son axe, le flot de sang venir entacher la fourrure blanche et puis la décapitation finale. J'ai regardé encore lorsque l'animal, privé de sa tête, a continué de s'agiter, et j'ai laissé monter en moi cette nausée violente qui vous fait saliver de manière incontrôlée. La femme, s'essuyant les doigts sur son tablier saturé de fleurs mauves, ne m'a pas adressé un seul mot alors que je la fixais, comme si elle prenait plaisir à défier mon regard d'enfant hébété. J'aurais préféré qu'elle réagisse, qu'elle me crie de sortir et m'en aller jouer ailleurs, mais elle n'en a rien fait. Paralysée par son indifférence, je suis restée un moment dans la pièce jusqu'à ce que tout redevienne calme, puis je suis sortie dans la cour, le cœur lourd, aussi lourd que peut être le cœur d'un enfant qui vient de commettre une bêtise qu'il croit très grave. Aveuglée et étourdie par la lumière du soleil, incapable de marcher, je me suis assise sur une pierre devant la buanderie et j'ai attendu. Je n'avais pas 10 ans mais j'avais compris que ma vie ne serait plus qu'un éternel écho de ce moment-là, que je ne serais jamais rien d'autre qu'une petite fille qui regarde un lapin se faire égorger, qui surprend par une porte entr'ouverte l'horreur, alors qu'autour rien ne bouge, rien ne se révolte, que dans la douceur du jour tout semble endormi. J'avais reconnu dans cette scène ce que la philosophe Élisabeth de Fontenay nomme « l'ordinaire de la barbarie », non pas un acte sanguinaire exceptionnel que l'on expose au grand jour, mais la violence de notre indifférence face à chaque petit acte de cruauté devenu banal, mécanique, que nos cœurs blasés et paresseux préfèrent ignorer. Les enfants passent tous par une phase où ils s'interrogent sur le fait de consommer de la viande. Cela correspond au moment où ils font pour la première fois le lien, pas si évident il faut bien l'avouer, entre le steak carré que l'on achète au supermarché et l'image d'Épinal de la vache broutant paisiblement dans un pré ornant leur livre d'images. C'est précisément à ce moment crucial que les parents les forcent à surmonter cette répulsion, en les sommant de ne pas faire preuve de sensiblerie. Ils le font encore et encore jusqu'à ce que les enfants s'accoutument, au point où la consommation de chair devient pour eux un acte parfaitement machinal et anodin. Il y a derrière cet apprentissage apparemment banal, quelque chose qui me heurte profondément, la valorisation systématique d'une forme de dureté prétendument masculine, laquelle va de pair avec un dénigrement systématique de tout ce qui serait l'expression d'une personnalité trop efféminée, c'est-à-dire la compassion, la tendresse, etc. Ce modèle d'apprentissage a pour ressort les peurs, les inquiétudes des parents qui les amènent à confondre protection de leur enfant et endurcissement, et les conduisent à faire taire les élans de compassion et de douceur que l'on peut déceler chez eux sous prétexte de les préparer à la dureté de l'existence afin que, devenus moins sensibles, ils puissent en supporter tous les coups. Je me rappelle nettement avoir ressenti très jeune une répulsion pour la viande, en particulier la viande rouge, mais mes parents, et je leur en suis reconnaissante, choisirent de ne pas la combattre. Tous deux médecins et auteurs d'une thèse portant sur la nutrition,
Il se tenait au fait des dernières découvertes qui mettaient déjà en cause la très grande consommation de viande dans les pays industrialisés, et ses effets sur l'augmentation de certaines affections, en particulier les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ayant grandi en consommant très peu de viande, je n'eus pas à m'y accoutumer. Aussi mon passage au végétarisme à l'adolescence ne m'a-t-il demandé pratiquement aucun effort. Il s'est imposé comme la suite logique de ce mouvement premier de répulsion, avec la compréhension intuitive que ce mode d'alimentation était celui qui me correspondait le mieux à la fois pour des raisons de santé, et parce qu'il me permettait d'être en cohérence avec l'esprit de non-violence auquel je suis attaché. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les personnes qui, déjà adultes, font le choix d'une remise en cause totale et deviennent végétariennes malgré une inclination pour la nourriture carnée fermement ancrée dans des années de consommation régulière. Le dernier déclic s'est opéré en moi, lors d'une partie de pêche à laquelle j'assistais. En voyant le poisson sorti de l'eau se débattre et se tordre dans un effort désespéré, le sang perlant au coin de sa bouche béante par la blessure de l'hameçon, et le pêcheur achever l'animal en le cognant violemment contre un tronc d'arbre, j'ai pris conscience que j'étais parfaitement incapable de tuer ne serait-ce qu'un poisson de mes mains. À cette époque, je devais avoir 13 ou 14 ans, je consommais encore régulièrement de la volaille et du poisson mais en me posant cette simple question. Serais-je capable de tuer moi-même l'animal que je mange ? J'ai alors pris conscience de l'hypocrisie de mon attitude. J'acceptais que d'autres accomplissent pour moi un geste qui me faisait horreur. Je compris à ce moment-là que le végétarisme serait pour moi le seul moyen d'être en cohérence avec ce que me dictaient mon intuition et mon cœur. Dans un de ses essais 3, le poète anglais Percy Bysshe Shelley fait référence à une expérience à laquelle Plutarque invite tous les consommateurs de viande 4 dans son ouvrage intitulé « S'il est loisible de manger chair ». Selon le philosophe, afin d'être cohérent, l'homme dit civilisé et accoutumé à ne manger que des viandes cuites et assaisonnées devrait essayer de tuer de ses mains un agneau et d'en consommer la chair crue et chaude à la manière d'un fauve, afin de prendre conscience de ce que signifie réellement manger de la viande 5. Cet exemple peut prêter à sourire, mais il a le mérite de nous interroger sur notre rapport à la nourriture. Sans aller jusqu'à prendre au mot le maître et s'adonner à l'orgie dionysiaque qu'il évoque, il serait bon que l'homme prenne parfois le temps de se confronter à cette réalité effrayante. Chaque morceau de viande est le fruit d'un sacrifice sanglant. Cette réalité, nous préférons la plupart du temps l'oublier et laisser des professionnels, lesquels, je tiens à le souligner, exercent une profession extrêmement difficile et déconsidérée, se salir les mains à notre place. Voilà l'hypocrisie que produit un système où l'on ne veut ni voir ni entendre parler de la mort des animaux, mais où l'on réclame le droit à sa ration de viande quotidienne, symbole d'une vie moderne fondée sur l'abondance des denrées et des biens. Nous, les consommateurs, sommes un peu comme ces enfants qui refusent de croire à une réalité trop crue. Nous nous berçons de fables, d'images d'animaux gras et heureux dans leur pâturage afin de mieux masquer la réalité d'une violence inouïe, qui n'est autre que la négation absolue de l'animal en tant qu'être sensible et digne de respect. J'aime à croire qu'il fut un temps où l'homme nomade vivait dans une certaine harmonie avec la nature, un temps où les chasseurs-cueilleurs prélevaient dans le plus grand... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.